Bonsoir. Je m'appelle Yves Sauvel et je suis chargé de vous présenter un livre qui est paru il y a très peu de temps. Et c'est un livre qui parle de trois philosophes français, Bergson, Jean Kelevitch et Lévinas. J'ai pris un colloque qui a lieu ici même à Toulouse. Et ce livre a été fait sous la direction de Flora Bastiani, ici présente, dans une collection initiée par Joël Ancel, dont ce livre constitue le premier volume. Le deuxième est en préparation. Donc le prochain volume sera entièrement consacré à Totalité infinie d'Emmanuel Lévinas. Donc un ouvrage collectif qui est dirigé par Michel Olivier et Éric Oppenau, bien sûr. Donc Michel est là, il représente l'équipe. Voilà. Donc cette collection s'appelle Cyrel, Actualité de Lévinas. Alors qu'est-ce que c'est Cyrel? C'est la Société internationale de recherche sur Emmanuel Lévinas. Et voilà. Donc qu'est-ce que ces trois auteurs ont en commun? Eh bien, on peut dire que ce sont aussi des étrangers qui ont fait la France, dans la mesure où Bergson n'a acquis la nationalité française qu'à l'âge de 18 ans, grâce au fait qu'il soit né en France. Jean Kelevitch, lui, a été destitué de sa nationalité française. Il était né français, mais il a été destitué sous Vichy en tant que juif d'origine étrangère. Et Emmanuel Lévinas a acquis la nationalité française. Avec ça, tous les trois ont écrit toute leur œuvre en français et dans un français particulièrement élégant et avec un vocabulaire riche. D'ailleurs, Bergson a reçu le prix Nobel de littérature. Donc c'est une histoire qui les relie. Alors évidemment, Bergson était plutôt le maître de Jean Kelevitch et de Lévinas. Il était plus âgé qu'eux. Et il était déjà un philosophe confirmé quand les deux autres ont commencé leurs études. Et tous les trois se sont aussi distingués par le fait qu'ils étaient attirés par les problèmes métaphysiques et qu'ils ont résisté à la mode existentialiste du XXe siècle. Et donc, ils ont approfondi des questions comme le problème moral et, par-dessus tout, on peut dire que le thème majeur qui les relie, c'est le problème du temps. Donc, je voulais poser une question dès le départ à Flora Bastiani, puisqu'elle a étudié ces deux problèmes sous l'angle de la naissance et de la mort. Oui. Alors, merci Yves, merci beaucoup de cette question qui me permet de parler du travail que j'ai fait pour ce livre, parce que j'ai dirigé, mais très modestement, ça consiste simplement à réunir les textes, vous voyez. Et plusieurs auteurs du volume sont présents en plus, donc c'est modestement qu'on fait la présentation nous-mêmes. Sur ce thème de la naissance et de la mort, je l'avais abordé à partir d'une question de mon fils qui me disait, en fait, il se questionnait à la période où j'ai écrit cet article, sur où était sa petite sœur avant d'être née. Voilà. Et l'autre question qui faisait pendant, c'est qu'il me disait souvent, mais quand est-ce qu'on va voir ce Manuel Lévinas dont tu parles toujours?
Et donc, j'étais obligée de trouver des réponses à ces questions en lui disant, mais parce que ça venait en lien pour lui. Et il me disait, enfin, il ne comprenait pas d'abord qu'on ne puisse plus aller voir quelqu'un qui était décédé, et il ne comprenait pas comment Juliette, sa petite sœur, pardon, j'ai dit son nom, mais, ne pouvait ne pas être sans être décédée. Il ne voyait pas comment c'était possible. Donc vraiment, j'avais fait ce travail pour lui répondre, en quelque sorte. Et finalement, je m'étais rendu compte qu'on pouvait, et je me rends compte à nouveau en parlant, qu'on peut traiter cette question sous plusieurs angles, notamment soit dire la naissance et la mort sont au debout d'une ligne du temps, et donc il y a des deux côtés du non-être et au milieu de l'être, en quelque sorte. Donc soit le traiter sous cette forme schématique, soit dire que, avec Jankélévitch notamment, que celui qui a été, donc laisse la place vide, et cette place-là ne se remplit jamais, et que celui qui n'est pas né n'a pas encore occupé cette place, donc cette place n'est pas déjà préformée et destinée à lui. Il y a une idée comme ça que sur l'unicité de l'exister singulier, qui permet de penser la naissance et la mort, finalement, pas comme une entrée du non-être à l'être, puis retomber dans le non-être, mais au contraire, avec toute la valeur de l'existence particulière, personnelle, qui apparaissent bien dans l'œuvre de Jankélévitch et de Lévinas notamment. Ça répond à ta question? Et je pense que les deux œuvres font référence au temps comme durée qu'on trouve chez Bergson. Oui, oui, oui. Donc, je voulais aussi signaler que nous avons la chance d'avoir dans l'assistance Françoise Schwab qui a fait l'introduction du volume, et une grande spécialiste de l'œuvre de Jankélévitch notamment. Et nous avons également Jean-François Rey qui parle de la justice chez ses auteurs, Arnaud Boinich qui rapproche la notion de droit et de justice, donc chez Bergson et Lévinas, et François Brémondy, je ne sais pas si... ah ben il est là aussi, voilà. Donc François Brémondy aussi a fait un chapitre sur les rapports d'attirance et de conflit entre Lévinas et Bergson. Voilà. Donc, on va peut-être aborder un autre problème moral fondamental qui est abordé par ces trois auteurs, c'est l'unicité du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est moi? Et ça, je vais laisser la parole à Joël Ancel. Oui, alors qu'est-ce que c'est moi, hein? Si Pascal était là, l'auteur des pensées nous dirait qu'est-ce que c'est que cette question, hein? Mais qu'est-ce que le moi? C'est un mystère. Mais bon, c'est vrai que j'ai traité surtout ce thème chez Lévinas et Jankélévitch. Bon, moi aussi, c'est un peu une histoire que je raconterai brièvement. C'est pas avec mes enfants, mais même s'ils sont très impliqués pour tout ce qui touche Lévinas depuis leur naissance, on peut dire. Mais c'est parce que, en fait, j'ai plutôt travaillé sur Lévinas, on va dire, au départ, mais en étant toujours une très grande lectrice de Jankélévitch, hein, depuis toujours aussi. Et donc... Et quand j'ai travaillé sur eux en parallèle, bon, je dis toujours que j'ai fait peut-être une petite infidélité à Lévinas. Hein, bon, on est infidèle par fidélité, fidèle par infidélité. Enfin, hein, c'est ce que dit Jankélévitch. On peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant
dans le fait qu'ils sont extrêmement proches, hein, puisqu'ils ont tous les deux, bien sûr, été élèves, maîtres, c'est pas tout à fait le terme qui convient, parce que Jankélévitch a été vraiment l'interlocuteur de Bergson, en dépit de sa jeunesse, hein. Il l'a rencontré à l'âge de 20 ans, et que Lévinas il n'a pas vraiment eu ses liens personnels, il n'a pas lu ses liens personnels, mais pour tous les deux, Bergson a été vraiment une source. Mais enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que, étant très proche, bien sûr, chacun a sa singularité, hein, évidemment. Et donc, on a d'un côté une pensée du moi comme ipséité. Hein, c'est d'ailleurs ce que tu dis, hein, tes dernières phrases, c'est-à-dire chez Jankélévitch, le moi, un être absolument singulier, comme il dit, semelle factif, hein, il existera une seule et unique fois, dans un instant lui-même prime ultime, l'instant est toujours le premier et le dernier, aucun instant n'est reproductible, le temps est irréversible, hein, un être irremplaçable, ce sont le thème clé pour moi dans l'œuvre de Jankélévitch. Donc une philosophie de l'ipséité. Et puis de l'autre côté, on a une philosophie avec Lévinas. Ce qui est premier, c'est la relation avec autrui, hein. Alors maintenant, il faut faire tout de suite une correction, évidemment, parce que chez Jankélévitch, il y a mon ipséité et il y a l'ipséité d'autrui, hein. Et donc là aussi, il y a évidemment une morale du don entier de soi, du pur amour. On aspire au pur amour, hein, c'est difficile de l'atteindre. Voilà, mais il y a quand même ces spécificités. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est qu'il y a quand même une phrase qui leur est, on va dire, commune. Pourquoi ? Parce qu'on la trouve de toute façon chez Jankélévitch. Tout le monde a des droits sauf moi, hein. Ça, on la trouve chez Jankélévitch depuis on va dire, au minimum, hein, son traité des vertus de 1949 jusqu'à la fin de son œuvre. Et puis, on la trouve chez Lévinas dans son hommage à Jankélévitch. Hein, il ne pouvait pas faire quelque chose, un plus beau geste finalement que de citer Jankélévitch, hein. Et il y a si vous voulez, quand on entend ce sauf moi, tout le monde a des droits sauf moi, hein, ça veut dire moi je n'ai que des devoirs envers autrui et je n'ai pas de droits, hein. Et donc là c'est vraiment une idée commune. Et ce que j'ai essayé de penser en fait chez Lévinas, il y a cette idée d'élection, hein, c'est le terme qu'il emploie. Donc l'élection, c'est ce qui me commande d'être entièrement pour autrui, hein, je ne rentre pas trop dans les détails, que ce qui fait la structure même de mon être, hein, dit Lévinas, c'est pas quelque chose que je choisis, le pouvoir d'élire, comme dit Descartes, hein, c'est pas ça, c'est pas quelque chose que je choisis de faire, hein, c'est quelque chose qui m'incombe et qui fait partie de la structure même de l'humain, hein, c'est ça qui fait l'humanité de l'homme. Et puis de l'autre côté, chez Jankélévitch, ce sauf moi, c'est l'exception du moi, hein. Alors maintenant, pour le dire très rapidement, ce qui est très intéressant chez Jankélévitch, c'est qu'il y a toujours cette pensée paradoxale, si vous voulez, le monde n'est pas noir et blanc, hein, on peut tenir les deux contraires ensemble et sans les résoudre d'ailleurs, et les vivre dans l'oscillation, dans le déchirement, c'est évidemment pas facile. Et il y a cette idée, quand il étudie la nature humaine, hein, parce qu'il y a l'idéal moral, comme il dit, métempirique, sauf moi, oui, je n'ai pas aucun droit. Mais enfin, si on regarde l'homme qui est un être moyen, comme il dit, un être mitoyen, un grand batracien qui s'ébroue dans les eaux troubles, hein, on est souvent comme ça, il y a toujours cette question. Si je ne suis pas un peu pour moi-même, comment pourrais-je être pour l'autre ? Et si vous voulez, c'est ça que j'aime bien chez Jankélévitch aussi, hein, j'aime Lévinas et j'aime Jankélévitch, hein, c'est pas une question de compétition, mais c'est ce paradoxe, c'est-à-dire de penser jusqu'au bout deux extrêmes, deux contraires, qui jamais en fait ne se contredisent, parce que nous sommes des êtres, nous sommes des batraciens, nous sommes des êtres moyens, mais nous sommes aussi des êtres métempiriques, hein, nous avons aussi cette aspiration au tout autre et à l'absolu, hein, voilà, donc ça c'est, pour le dire rapidement, hein, en essayant de me souvenir de ce que j'ai dit il y a déjà quelques années, mais voilà.
Voilà. Alors, évidemment, il faut peut-être insister sur le fait que quand on parle d'élection, on ne parle pas d'un surplus de droits, mais d'un surplus de responsabilités, comme le dit M. Lévinas. C'est-à-dire il s'agit d'une... aussi bien Jean Kelevitch que Lévinas insistent sur l'aspect désintéressé de la morale. Donc, c'est se mettre au service d'autrui, justement. Bon, et une autre question qui se pose à propos du temps, c'est donc le problème que tu as un tout petit peu mentionné, c'est le problème de l'irréversibilité. Est-ce que l'une de vous veut développer ce... Oui, j'ai pas... Tu as quelque chose à dire sur ça? Non, mais vas-y. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Bon, bah alors... Oui, oui, enfin, c'est-à-dire que oui, le temps irréversible, bon, c'est quelque chose qu'on trouve aussi déjà chez Bergson. Hein. Bon, on trouve ça chez Bergson. J'espère que je ne vais pas me faire tirer les oreilles par les bergsoniens, parce que je sais qu'il y en a dans la salle. Bon, c'est vrai que chez Bergson, il y a cette idée d'irréversibilité. Bon, en même temps, bon, comme il dit, le présent est le trait d'union entre le passé et l'avenir. La conscience est faite de cette accumulation hein, des souvenirs, de la mémoire, et de cette anticipation aussi de l'avenir. Hein. Bon, il y a l'image de la boule de neige. Hein, c'est une image bergsonienne, bien sûr, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée malheureusement, hein, qui avance toujours sur la route du temps. Donc ça, c'est le mouvement même de la conscience. Alors, je résume, et j'en ai bien conscience, hein, parce que, bon, il a bien sûr très longuement écrit sur ce thème, enfin, c'est au centre. Bon, il a écrit un livre qui s'appelle Matière et mémoire. Voilà. Alors ça, c'est... Non, là c'est Bergson. Mais j'arrive à Jean Kelevitch. Ah non, c'est Bergson. Non, Bergson. Non, parce que, voilà. Mais on va en arriver... parce que quand on parle de Bergson, on n'est jamais très loin de Jean Kelevitch, évidemment. Et c'est vrai que, bon, Jean Kelevitch dit, ça a été toujours le thème de ma pensée, de ma réflexion. Les dernières lignes qu'il a écrites, eh bien, c'est sur le temps, hein, donc vraiment les toutes dernières lignes. Et chez Jean Kelevitch, il y a cette notion extrêmement forte. Enfin, je vous ai dit, l'ipséité qui n'est là qu'une seule et unique fois, dans un instant lui-même qui est le premier et aussi le dernier. Hein. Et donc, alors chez Jean Kelevitch, il y a l'irréversible, il y a l'irrévocable. Hein. L'irréversible, c'est du point de vue de l'être. Hein. On peut pas, enfin comme dit Jean Kelevitch, on peut pas être et avoir été, hein, mais on peut pas. Il n'y a pas de répétition. C'est l'ipséité, c'est ce que j'ai dit. Et puis il y a l'action aussi. Hein, et l'action, tant qu'elle n'a pas été accomplie, elle est révocable. Hein. C'est quand même une philosophie de la volonté. Hein, elle est révocable. Ma liberté est entière, mais une fois qu'elle a été faite, elle ne peut être défaite. Hein. Et donc ça, c'est tout le nœud de la morale, hein, toute la difficulté de la vie morale, qu'il y a en fait cette tension toujours entre liberté et destinalité. Hein. Pas au sens d'un destin qui s'abat sur moi comme ça, hein, mais puisque c'est quand même le fruit de ma volonté, que j'en suis entièrement responsable. Et puis chez Lévinas, oui, hein, tu peux... l'irréversible, enfin peut-être qu'il faut... Sur le temps, au moins... de Lévinas, ouais, au moins sur la temporalité, il y a... Chez Lévinas, ce thème apparaît comme la distance qui m'éloigne d'autrui, puisque autrui et moi, chez Lévinas, on vit comme dans deux temporalités différentes, puisque je vis dans le présent de ma présence, et finalement, autrui, à cause de cette présence, m'est toujours inaccessible, il est toujours éloigné, et plus je m'en approche, plus il est éloigné. Donc c'est là, l'occurrence la plus importante pour moi du thème de la temporalité chez Lévinas, c'est-à-dire... le fait de la diachronie et de la différence entre
moi et Joël et vous, et qu'on ne sera jamais à l'unisson finalement, on ne sera jamais dans un moment synchronique, mais toujours différé. Voilà. Une petite chose, parce que c'est d'ailleurs ce que dit Flora, ça m'y faisait penser aussi, parce que bon, c'est vrai que Bergson, c'est le penseur de la durée, hein, donc c'est un temps continu. Et maintenant, Jankélévitch, bon, c'est l'instant, hein. Mais maintenant, quand Jankélévitch, d'ailleurs, c'est dans son Henri Bergson, il a fait un très beau livre sur Bergson, qui est apparu en 1931, que Bergson lui-même a lu, auquel, alors j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, Bergson voulait faire un avant-propos, et Jankélévitch, avec l'accord de Bergson, ne l'a pas inclus, parce qu'ils avaient peur que ça fasse trop, on va dire aujourd'hui, trop copain. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que Jankélévitch donc, a pensé un temps discontinu, mais en disant, eh bien, en pensant ce temps discontinu, l'instant, hein, eh bien, je suis quelque part infidèle à Bergson, mais aussi fidèle parce que la durée, ce sont des états de conscience qui s'enchaînent, qui sont imbriqués les uns dans les autres, mais chacun est absolument singulier. Hein, vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu. Hein, donc ça, c'est toujours la fameuse boule de neige qui va nous rafraîchir, d'ailleurs. On en a bien besoin. Hein, voilà. Donc ça, je voulais juste ajouter parce que ça me semble très important. Très bien. Et donc, on peut aussi aborder peut-être un peu l'arrière-plan culturel de ces trois auteurs, c'est-à-dire ils avaient des positions différentes par rapport à leur connaissance de la littérature grecque, latine, russe aussi dans une certaine mesure, et également à leur tradition commune pour le judaïsme. Donc, est-ce qu'on peut... Je commence à répondre simplement en disant que oui, ils étaient tous, c'est tous des auteurs juifs, mais on sait bien que chez Bergson, ça n'apparaît pas d'une manière significative, qu'ils connaissaient la Bible et que ça apparaît extrêmement peu finalement. Pour les autres, chez Jankélévitch, il me semble que c'est principalement la littérature qui est mise en avant, les textes littéraires, il me semble, comme référence extérieure. Si tu as des choses à dire. Mais oui. Voilà. Ah oui, oui. Bien sûr, il y a sûrement des choses sur le judaïsme, mais qui ne sont pas les plus mises en avant dans ces grands textes, en fait. C'est à ça que je pensais. Alors que chez Lévinas, on a un recours au judaïsme qui est peut-être pas constant, mais qui est en filigrane, qui apparaît en filigrane. Et je pense que Joël, tu peux en parler peut-être mieux que moi. Si, Bon, vous voyez, après vous, hein, c'est... Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas des formations professionnelles, c'est une déformation personnelle, on va dire. Oui, alors ce que je voulais préciser, parce que c'est vrai qu'on pourrait céder à la tentation, après tout, Bergson, et ça, je trouve que Flora, tu as raison d'être prudente, hein. Bergson est né juif, hein, son père c'était un juif polonais, un compositeur d'ailleurs, un musicien, et sa mère c'était une juive anglaise, hein, et on pourrait céder très facilement, l'annexer, hein, si vous voulez, d'ailleurs, voilà, et puis là, il faut bien sûr faire très attention, hein. Je crois que, si je me souviens bien, c'est Arnaud Boaniche qui est dans son article, hein, a traité cette question, cette fameuse page ou demi-page, enfin c'est très bref, hein, dans les deux sources de la morale et de la religion, où Bergson parle des prophètes d'Israël, mais ce sont les précurseurs, bien sûr, du christianisme. Hein. C'est quand l'amour national, l'amour qui est pratiqué entre les membres d'une nation, va devenir un amour universel, ensuite l'amour de l'humanité. Hein. Et donc, Jankélévitch a écrit un très bel article, Bergson et le judaïsme, donc c'est lui qu'il faut consulter pour cette question. Et il a établi beaucoup de parallèles, hein, c'est à la fin de son Henri Bergson. Il a établi beaucoup de parallèles qui sont extrêmement passionnants, mais vous voyez, le « et », vous savez qu'un « et », ça peut être aussi un « ou bien », un « ou bien ». Et je pense que pour Jankélévitch, c'est pareil, il faut...
c'est vrai, tout à fait, le judaïsme qui n'avait pas, la judéité qui n'avait pas tellement de place dans sa vie avant-guerre, après-guerre, avec bien sûr la Shoah, ce qu'on n'appelait pas la Shoah quand il a écrit l'extermination, est devenu quelque chose dont il a dit que ça faisait partie de la structure même de son être, hein. Mais avant-guerre, et d'ailleurs ça subsistait tout le long de sa vie, les références chrétiennes étaient, sans qu'il soit d'ailleurs, hein, on a voulu un peu l'amener sur les fonds baptismaux, hein, ça c'est Lucien Gerfagnon qui le dit très bien, mais sans que ça passe jamais par une idée de conversion. Bergson a quand même failli se convertir, hein. Eh bien, c'est les références, les sources chrétiennes, les évangiles, bien sûr, les grands mystiques chrétiens, les pères de l'Église, hein, tout ça, ce sont des références, les moralistes du XVIIe siècle, qui sont quand même très inspirés par le christianisme. Tout ça, ce sont des références très importantes, hein. Et moi, je dirais qu'il y a quand même une spiritualité qui est très marquée par le christianisme, mais il peut très bien parler, dans le judaïsme, du chassid, du tzaddik, enfin, il peut parler je ne sais plus comment ça s'appelle, si mon mari était là et qui connaît le russe, mais enfin, dans la littérature russe aussi, hein, le starets, voilà. Merci Françoise. Et donc, vous voyez, il y a une spiritualité, il y a une tension entre les deux. Alors que Lévinas, c'est totalement différent, puisque lui, en fait, on va dire, il a vraiment baigné, hein, dans le judaïsme dès tout petit. Il est né, d'abord, il n'est pas né en France, hein, comme Bergson et Jankélévitch. Il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 17 ans. Avec une culture juive. Il n'avait pas encore étudié le Talmud, mais une culture juive quand même très solide, et connaissant l'hébreu, ce qui est une différence capitale, hein, ayant un accès direct au texte, hein, pas par le biais de traduction. Donc on sait que pour Lévinas, eh bien, ça a été, peut-être pas tout de suite, hein, pas immédiatement, mais après-guerre, ça a été c'est un pan entier de son œuvre, hein, les lectures talmudiques, bien sûr, ses essais sur le judaïsme. Alors maintenant, c'est vrai que Jankélévitch et Lévinas se sont rencontrés au cours de ce qu'on appelait les colloques intellectuels juifs de langue française, qui ont débuté en 1957. Hein, juste pour terminer là-dessus, parce que j'adore cette histoire, dans une interview, Victor Malka interviewe André Neher et l'interroge sur les circonstances dans lesquelles le premier colloque a été organisé. Alors il dit il y a eu un tour de table, et puis il y avait Edmond Flegg, le grand poète. Si vous allez au 1 quai des Fleurs à Paris, bien Jankélévitch et Flegg ont habité dans la même maison, hein, dans le même immeuble. Et donc il y a un tour de table, et on demande donc à chacun pourquoi êtes-vous juif, comment êtes-vous, qu'est-ce qui vous attache au judaïsme. Et Jankélévitch dit c'est à cause de mon voisin. Hein, donc vous voyez, mais c'était un peu vrai, j'imagine. Alors, je sais que Emmanuel Lévinas cite beaucoup les auteurs russes. Et est-ce que Jankélévitch avait une connaissance de la littérature russe également? Il a fait un diplôme d'études supérieures aux langues orientales. Ah oui. Donc non seulement il le parlait enfant, il l'a sucé, mais en plus il a fait un diplôme de russe. Son premier article, je crois, sont les thèmes mystiques de la littérature russe, dans la philosophie russe. Et puis ensuite, il était un amoureux passionné de Tolstoï. Il disait souvent, les étudiants viennent et me demandent des thèses sur Dostoïevski, et quand ils repartent, j'espère les avoir convaincus d'en faire une sur Tolstoï. Et puis évidemment, il était abreuvé dans sa bibliothèque la littérature russe, mais non seulement la littérature philosophique, mais même les écrivains contemporains. Il s'est passionné de Maître et Marguerite, il a adoré, Grossman. Il est passionné par tout ce qui était. Voilà, donc c'est d'autant. Et la musique. Oui, c'est ça. Alors, que j'avais pas mentionné mais dans les sources qui nourrissent l'œuvre de Jankélévitch, il faut quand même mentionner la musique, parce qu'il se réfère souvent à des compositeurs et à des comment on dit, des instrumentistes, non, pardon, des interprètes.
des interprètes, voilà, merci. Il y a de très très belles analyses ce matin dans le colloque. Je parlais de corporéité. Il y a de très beaux développements sur le corps du joueur de piano, sur Liszt, dans des essais qui sont vraiment magnifiques et qu'il faut aussi aller voir. Ça fait partie des influences majeures. Et oui, ça y est. Il est sorti de presse, il existe, mais il sera en librairie. Il s'appelle L'Enchantement musical, où j'ai réuni tous les derniers textes de Jankélévitch sur la musique. Donc peut-être pratiquement inédit. Oui, d'abord, c'est vrai que quand on lit Jankélévitch, alors je crois que c'est déjà même dans le Henri Bergson, en note, il cite parfois un mot en russe. Hein, c'est parce que, eh bien, il ne peut pas le penser. Enfin, il n'y a que dans cette langue qu'il pourra penser pleinement telle ou telle notion. Alors, ne me demandez pas. Enfin, je ne sais pas le russe, donc je ne me souviens pas exactement. Hein, mais ça m'a beaucoup frappé. Et bon, c'est vrai qu'il a en plus son père. Hein, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, qui a traduit Schelling, qui a traduit Freud, hein, c'était le traducteur de Freud, qui était médecin, qui était lui-même médecin, et qui a beaucoup, Jankélévitch a beaucoup écrit sur la mort, il a été inspiré par son père, hein, eh bien, son père l'emmenait voir donc tous ces mystiques, ces grands personnages, Chestov, Berdiaev, Soloviev, etc. Hein, il le raconte lui-même. Et puis c'est vrai que bon. Alors on peut dire c'est peut-être une différence, mais enfin avec Lévinas, mais c'est vrai que Lévinas aimait bien. Il cite aussi Tolstoï, mais il aimait bien Dostoïevski. Hein, et puis c'est vrai que Jankélévitch préféré de Tolstoï. Et il y a un très très beau passage dans un entretien où il dit je ne comprends pas pourquoi en France, les gens sont séduits par cette psychologie du souterrain, Dostoïevski, et cet apôtre du trône et de l'autel, parce qu'il voulait dire que Dostoïevski aussi était antisémite. Hein, oui. Et Tolstoï, c'est le mystère en pleine lumière. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont séduits par Dostoïevski. C'était pas une pique contre Lévinas, mais... Pardon, j'interromps juste pour dire qu'il y a une discussion à avoir parce que j'ai pas fait de recherche sur Dostoïevski, mais effectivement, Lévinas le cite très souvent. Et désolée. Et alors, j'apprends comme ça qu'il le citait alors qu'il était antisémite. Je suis surprise. C'est-à-dire qu'il a quand même fait. Non, mais ça d'abord, ça, voilà, c'est ça. Mais surtout, il a quand même fait. D'abord, c'est vrai que dans la littérature russe comme ailleurs, on trouve des portraits, disons. Malheureusement, hein, on trouve des portraits antisémites comme on en trouve ailleurs, mais je ne défends pas du tout Dostoïevski, hein, ceci dit. Mais il y a cette fameuse phrase de Lévinas qu'on connaît, enfin tous ceux qui travaillent sur Lévinas, nous sommes responsables de tous et pour tout, et moi plus que les autres. Alors maintenant, quand on regarde, c'est dans les frères Karamazov, hein, c'est un jeune homme, je ne me souviens plus de son nom, qui va mourir. Il est tout jeune. Et en fait, c'est une figure, c'est la figure du Christ. Et alors lui, que dit-il ? Nous sommes coupables. Nous sommes coupables pour tout et pour tous et pour tout. Et moi plus que les autres. Hein. Alors Lévinas, lui, la culpabilité, c'est chrétien. Hein. Et la responsabilité, on peut être responsable même si on n'a pas commis de crime, même si on n'a rien fait. Hein, la responsabilité, on peut être responsable sans culpabilité. Alors vous voyez, ce qu'il a fait, c'est assez... c'est pas qu'il a pris Dostoïevski, puis voilà, à la lettre. Hein, mais il ne faut pas dédouaner. C'est des réalités, c'est des sources qui ont nourri leurs pensées. C'est un peu comme ça. Hein, Voilà, cette petite digression montre encore que cette connaissance de différentes cultures et de différentes langues a contribué à faire naître des auteurs français exceptionnels. Alors maintenant, si vous avez quelques questions, vous pouvez poser directement des questions à nos deux
Je croyais que Bergson s'était converti au christianisme. Oui, alors en fait, Bergson s'est rapproché beaucoup du christianisme. Il avait d'ailleurs un christianisme qui n'était pas du tout orthodoxe, puisque l'évolution créatrice a été mise à l'index, je crois, je ne sais plus, un peu de temps après sa parution, 1907, quelques années après sa parution. Donc c'était un christianisme, si j'ose dire, pas très catholique. Mais en 1937, bien, il y a ce fameux testament, ce qu'on appelle le testament de Bergson, où il dit « Je me serais converti si je n'avais vu la formidable vague de persécution qui va s'abattre, il voulait dire, sur les Juifs d'Europe. Je resterai avec ceux qui demain seront persécutés. » Alors ensuite, il y a eu, c'est la femme et la fille de Bergson ont publié ça, puis ensuite on a trouvé la petite parenthèse où il dit ils l'ont quand même un peu cherché. Bon, mais ça n'enlève rien. C'était un acte d'une extrême lucidité, et ça n'enlève, pour moi, ça n'enlève absolument rien. Il faut le savoir parce qu'il faut savoir les faits, mais ça n'enlève rien à ce courage et cette extrême lucidité de Bergson. Yankelevitch a écrit L'imprescriptible, où il questionne la question du pardon. Ça, je trouve ça très important parce que Yankelevitch était résistant, il habitait Toulouse, il a été arrêté, blessé. Donc il a posé la question du pardon. Est-ce qu'on peut pardonner à qui ne demande pas pardon, Donc, alors à ce moment-là, vous avez posé le problème de la responsabilité pour autrui. Moi, je trouve ce concept vraiment très, très tendancieux. Et je me demande comment on peut le concilier justement avec la question du pardon. Alors, voilà, je vais commencer par juste vous répondre un peu en décalé sur Lévinas, parce que le moment où Joël a parlé de la responsabilité pour autrui, c'était à propos de Lévinas. Et ah oui, juste peut-être vous pouvez préciser, parce que donc cette partie-là de la responsabilité que j'ai pour autrui, elle est chez Lévinas, et le rapport avec le pardon, chez Lévinas, ça arrive aussi. Même chez Yankelevitch aussi. Parce qu'au début, vous avez dit, mais je ne me souviens plus exactement, qu'on n'était pas en tant qu'être, on est aussi quelque part un être pour l'autre. Oui, voilà, ça c'est pour moi une idée. Avec la question, si vous voulez, de l'impardonnable. Oui. Est-ce qu'elle est posée de cette manière chez Lévinas? C'est ça que je... Oui, non, si, il y a la question du pardon, je sais que... je pense à tous les moments où il dit qu'on peut revenir en arrière par le pardon, mais c'est pas... Le problème, c'est peut-être de pardonner au nom de ceux qui sont morts et qui ne sont plus là pour... donc, c'est-à-dire, il faut... Vous allez préciser, mais il me semble qu'il faut faire la différence entre le fait de pardonner pour soi et le fait de pardonner à la place des autres. Ce n'est pas la même chose de pardonner une offense qu'on a subie que de pardonner une offense que quelqu'un d'autre a subie. Voilà. Il a entretenu une relation avec un Allemand et qu'il ne lui a pas demandé pardon. Comment peut-on accorder le pardon à quelqu'un qui ne demande pas le pardon? Évidemment. D'une part... Oui, alors excusez-moi parce que ça c'est une question qui suscite beaucoup les débats, et je pense qu'il faut être très très clair, c'est-à-dire que monsieur, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est bien ce que Yankelevitch dit dans l'imprescriptible, mais vous allez voir que Lévinas est aussi tout autant inflexible sur cette question, c'est-à-dire que effectivement le crime, l'imprescriptible, c'est d'abord le nom l'indique bien,
l'impossibilité déjà, normalement, d'un point de vue juridique, c'est une notion juridique, de pardonner des crimes contre l'humanité. Eh bien, Jankélévitch va en faire, excusez-moi, je vais répondre, Jankélévitch, lui, parle de l'impardonnable. Il y a de l'impardonnable. Hein. Donc, il y a de l'imprescriptible, évidemment. Il a écrit au moment où il y avait le débat en France, vers 1965, 20 ans après le crime, peut-on le prescrire, hein. C'était un débat qui a été porté à l'Assemblée nationale. Jankélévitch a écrit cet article qui a formé le noyau de l'imprescriptible, d'ailleurs, qui s'intitule L'imprescriptible, où il a dit on ne peut pas prescrire ces crimes, mais il se place toujours d'un point de vue moral, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'impardonnable. Hein, et il montre bien sûr que c'est lié à la singularité de ce crime, ce qu'on appelle la Shoah aujourd'hui, hein, l'unicité de ce crime qui est sans précédent dans l'histoire, hein, où on a voulu, d'ailleurs on en a parlé aujourd'hui au colloque, où on a en fait on a voulu, non seulement on a persécuté, on a anéanti les Juifs, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils étaient. Donc on leur a dénié le fait même d'exister, ça c'est une première chose, hein, qui est essentielle, mais on a même voulu effacer tout passage sur la terre, hein, le fait même qu'ils aient pu passer sur la terre. Hein. Et Jankélévitch dit c'est un profond mystère, ça c'est inexterminable. Hein. Maintenant, Lévinas est tout à fait, tout autant radical sur la question. Vous avez une lecture talmudique, en dehors de beaucoup de références philosophiques qu'on pourrait donner, dans les 4 lectures talmudiques, envers autrui, où il adhère totalement à ce principe talmudique qui veut qu'on ne peut pardonner que si l'offenseur est venu explicitement demander pardon. Dieu ne peut pas pardonner à la place de l'offensé. Hein, mais il dit clairement, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner à Heidegger. Hein, on ne peut pas pardonner aux nazis. Hein, c'est évident que sur ce point-là, il y a... Jankélévitch reprend d'ailleurs le schéma talmudique. Hein, il peut y avoir un pardon conditionnel. Il y a un pardon qu'on peut adresser gracieusement par pur amour, mais il y a aussi le pardon conditionnel. Le pardon par pur amour est carrément d'ailleurs impossible. Hein, personne ne peut pardonner uniquement par pur amour, hein, un crime. Il faut, voilà. Mais il y a aussi cette idée de pardon conditionnel. Mais quand il s'agit des crimes nazis, là, on est dans l'impardonnable. Hein. Là, ils sont très clairs tous les deux. Hein. Quant à Bergson, il n'a pas été. Il est mort en 1941. Voilà. Je voulais aussi vous signaler donc cette présentation a lieu dans le cadre d'un colloque qui a lieu actuellement à l'université Jean Jaurès et qui porte donc sur la vie entre l'éthique et la science, et que ce colloque a commencé aujourd'hui mais se prolonge demain et après-demain si vous voulez avoir plus d'aperçus sur ces questions d'éthique et de justice. Voilà. Voilà, je vous remercie pour tous ces éclaircissements et je vous félicite encore pour ce magnifique volume que vous avez fait ensemble.